nous allons essayer de répondre à 3 objectifs dans cette table ronde. La première, c'est cerner les enjeux entourant la qualité de l'information disponible en ligne, qui est un problème qui a été soulevé à maintes reprises dans le cadre des conférences et des ateliers. Le deuxième thème, le deuxième objectif, c'est s'interroger sur les problématiques d'accessibilité à l'information santé en ligne et identifier les moyens pour aider le patient à s'y retrouver. Et le troisième objectif, réfléchir aux usages de l'information santé recueillie en ligne par les patients. Comment contribue-t-il à la démarche de soins du patient? Ce sont 3 questions centrales importantes, et pour un peu développer ces thématiques, nous avons invité 4 panélistes. Donc je vais les présenter par ordre de gauche à droite. La première panéliste est Elie Miller, qui est étudiante à la maîtrise en médias expérimentale à l'UQAM. Elle travaille depuis près de 15 ans à titre de réalisatrice, recherchiste, scénariste et documentaire à Téléjeunesse. Et c'est pour parler de son expérience à titre de patient qu'elle est ici aujourd'hui. En novembre 2011, elle a eu un diagnostic de cancer du sein suivi d'une chirurgie. Plus de 6 mois de chimiothérapie et 6 semaines de radiothérapie quotidienne. Elle va donc partager ses observations et son vécu en ce qui a trait à la possibilité, à l'intérêt pour le patient d'intégrer Internet dans son processus de soins. Ensuite, nous aurons sur la table Julie Fortier, qui est détentrice d'un bac en communication et d'une maîtrise en sciences politiques. Elle travaille dans le milieu du web depuis 7 ans. Elle a été entre autres de l'équipe du Passeport Santé-Net, un précurseur parmi les sites de santé de référence. Elle occupe actuellement le poste de chef de pupitre pour le site Naître et Grandir, qui s'adresse aux parents d'enfants de 0 à 5 ans, qui est financé par la Fondation Lucie-André Chagnon, comme était auparavant Passeport Santé. Naître et Grandir s'est imposé dès son lancement comme une référence pour les parents, avec 508 000 visites et 1,3 million de pages vues en moyenne chaque mois. Ensuite, nous avons Cathy Bazinet, qui est directrice des communications à l'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Montréal. Elle dirige un programme de promotion et de prévention en santé mentale et coordonne la production de plusieurs publications. À titre des bimestres du site internet Communication Santé 2.0, elle s'intéresse aux nouveaux outils de communication du Web 2 et à leur utilisation dans le contexte santé. Enfin, extrême droite, sans référence politique. Claude Giroux est pharmacien de formation. Il a été directeur général de l'Ordre des pharmaciens en l'année 1999. Il a obtenu une maîtrise en communication publique et est en voie de terminer un doctorat dans cette discipline. Il est particulièrement intéressé par les enjeux méthodologiques de l'évaluation des communications pour la santé et il œuvre depuis une décennie dans l'évaluation de plusieurs campagnes. Il collabore présentement avec Mme Micheline Frenette de l'U2M, un projet subventionné par le FQRSC sur la recension des récentes campagnes de sécurité routière et leur utilisation de la communication en ligne. Vous voyez, nous avons un ensemble de panélistes qui vont pouvoir partager à la fois leur réflexion et leur expérience dans le domaine. Donc la première question auquel je vais demander à mes panélistes de répondre, c'est quels sont les enjeux entourant la qualité de l'information en ligne? On sait que pour s'assurer de l'information, de la qualité de l'information en ligne, il y a plusieurs options. Par exemple, la France a opté par l'accréditation des sites par la fondation Health on the Net, donc le HON Code. La Grande-Bretagne a décidé de proposer une très première ligne via son site Choices. Donc, comment devrait-on procéder au Québec, qui devrait veiller à la qualité de l'information en ligne dans notre province? Donc, je ne sais pas, peut-être Claude pourrait, type de doyen, commencer. Merci beaucoup. Est-ce que ça va le micro? Oui, bon.
Je me demandais vraiment ce que je pouvais apporter parce que tout le monde ici a un avis expert. Puis là, cette question-là me fait plaisir parce que là, je me dis, il y a quelque chose que peut-être je peux ajouter un peu de particulier. À l'époque où j'étais directeur de l'Ordre des pharmaciens, l'exercice de la pharmacie se définissait aussi comme la communication d'informations sur l'usage prescrit ou non des médicaments. La réforme du Code des professions, la modification des lois professionnelles a retiré cet élément-là de la définition de ce qu'est l'exercice de la pharmacie, et j'y vois quelque chose d'intéressant. J'ai jamais vu, à l'époque où j'étais en fonction, de poursuite, même si ça faisait partie de l'exercice professionnel, j'ai jamais vu de poursuite qui était relative à quelqu'un qui aurait utilisé de l'information, diffusé de l'information à des patients sans être pharmacien. Le simple fait de l'évoquer, là, ça surprend un peu. Et il y a quelque chose là-dedans, peut-être, qui peut être rattaché à la problématique dont on fait état ici. Il devient très difficile de penser régir l'information liée à la santé, liée à une thérapie, liée à un médicament. Ce que ça peut donner, et théoriquement, là, ça relèverait du Code des professions. Là. Théoriquement, la communication d'information, si c'est préjudiciable à la santé des personnes, ça peut être une profession, ça peut être transcrit. Les géologues, à cause des risques financiers, sont devenus une profession. On a donc là quelque chose d'intéressant, mais tout ce que ça peut donner, à mon sens, c'est une bureaucratie. Et ça, la bureaucratie, c'est un dispositif de freinage. Les bureaucraties, c'est des constellations de freins qui servent à éviter des dérapages, qui servent à éviter des accidents, mais les bureaucraties, ça ne génère pas grand-chose, c'est pas un terrain fertile, ça ne fait pas naître des choses. Le risque, si on prend l'attitude policière en disant qu'il faudrait réglementer l'information sur Internet, c'est de tout simplement mettre en place une maigresse structure de bureaucratie qui, à toute fin pratique, serait inopérante. J'aurais tendance, moi, à le voir autrement. C'est sûr que c'est pas positif, là. Vous allez me dire, oui, mais apporte-moi une solution. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la crédibilité des signatures, puis qui pourrait être intéressant. Je travaille beaucoup avec des groupes de discussion. Je travaille beaucoup avec la confiance associée à des signatures web sur des sites électroniques. Je travaille aussi beaucoup avec le transfert de connaissances. Ce que je me rends compte, c'est que peu importe l'information et sa qualité, peu importe si vous ayez 16 citations, si vous avez des Cochrane pour vous appuyer ou pas, la crédibilité que la personne va accorder à une information dépend d'abord et avant tout de la personne qui va parler, à qui vous allez parler, excusez-moi. Ça, c'est quelque chose, on se pose des questions, comment les décideurs vont se fonder sur des données probantes pour prendre une décision, et là, vous avez fait des études, vous arrivez avec vos rapports, vous êtes content, vous dites, c'est évident, la littérature est unanime, voici, et là, vous avez quelqu'un qui dit, pas convaincant. Présentement, vous avez vu peut-être le retrait de l'héroïne, des possibilités de prescrire des opiacés. Le débat de prescrire ou ne pas prescrire de l'héroïne fait partie un peu de ces données-là. Est-ce que ce sont des données probantes qui vont convaincre un décideur d'aller de l'avant ou pas? Donc, c'est la question que je vous pose. Il y a peut-être une impossibilité à traiter avec un organisme réglementaire, mais il y a en fond la question de dire la crédibilité, est-ce que c'est quelque chose qui appartient à celui qui communique l'information ou si ce n'est pas une variable qui est reliée à la personne qui la reçoit? Je rejoins un peu la réflexion de Claude au sujet du système d'accréditation qui peut devenir une structure très lourde. Je vais partager rapidement une petite expérience qu'on a vécue. Nous, à l'Association canadienne pour la santé mentale, la filiale de Montréal, on a contribué dans les années 2000 au portail, le Réseau canadien de la santé, qui est un portail qui recensait les sites d'information santé. C'était orchestré par le gouvernement fédéral. Je peux vous dire que c'est un travail colossal, éditorial, de recensement de sites de lecture, d'évaluer la validité. Et ça mobiliser beaucoup de ressources humaines, financières, de sorte que quand il y a eu un changement de gouvernement, on a estimé que le retour sur l'investissement n'était pas assez intéressant. Le projet est aboli, on a perdu la base de données. Donc, ça, c'est une leçon qu'on a tirée de ce projet-là. En fait, je pense que s'assurer de l'information santé, qu'elle soit de qualité, on devrait interpeller tous les acteurs du web santé, c'est-à-dire j'entends autant les organisations que les professionnels de la santé. Évidemment, les organisations devraient s'assurer de toujours publier de l'information qualité sur leur plateforme, que ce soit les sites, les médias sociaux,
et avoir recours aussi à des expertises complémentaires, donc référer les internautes vers des sites ou des ressources fiables. Il y a aussi, je pense, que les professionnels de la santé ont une place plus grande à prendre sur le web, les médias sociaux. J'en conviens, ça n'interpelle pas tout le monde, mais d'assurer tout simplement une présence pour déjà observer, mieux comprendre les mécanismes de ces nouveaux modes de communication-là. Je pense que ça peut être utile pour le professionnel. Dans le cadre des consultations médicales, par exemple, depuis le début du colloque, on fait le constat que ça a un impact majeur dans la relation patient-médecin. Et il ne s'agit pas non plus de devenir un blogueur émérite comme le docteur Alain Vadeboncoeur, par exemple. On peut tout simplement, à titre de professionnel de la santé, être présent sur les médias sociaux, publier un article qu'on trouve intéressant ou encore attirer l'attention sur une actualité médicale pertinente. De cette façon, c'est comme si on apposait notre sceau de crédibilité. Ça dit aux gens, on endosse le contenu. Ça peut attirer l'attention des internautes vers des sites fiables, d'informations pertinentes. Donc, j'ai pas de solution simple, sinon que de dire qu'il faut vraiment outiller à la fois les patients et le grand public et les professionnels de la santé aussi à développer ce que j'appelle des saines habitudes d'information sur le web santé. Oui, bien moi, je vais plus vous parler de mon expérience sur le terrain là, pour Naître et Grandir et aussi Passeport Santé, parce que la démarche est semblable. Donc, justement, le micro, hein? Okay. Justement, on travaille beaucoup avec les professionnels de la santé parce que nous, notre objectif, c'est de présenter une information de qualité validée scientifiquement afin de soutenir le mieux possible les parents dans leur rôle. Donc, pour y parvenir, il y a plusieurs critères. Un critère important, c'est la révision scientifique, justement. Donc, l'ensemble de nos fiches est révisé par un expert en lien avec le sujet. Ça peut être un médecin, une nutritionniste, un intervenant de la petite enfance, une orthophoniste. Il y a toujours le nom du réviseur qui est dans le bas avec son titre, là, dans le bas de la page. Comme ça, en faisant réviser nos textes, on s'assure qu'il n'y a pas d'erreur puis ou de mauvaise interprétation ou d'oubli important. Il y a aussi, ce qui est important de regarder pour s'assurer de la qualité de l'information, c'est si le contenu est mis à jour. Nous, dans le bas, nos fiches, il y a toujours une date de mise à jour, puis on met à jour régulièrement notre contenu. S'il y a des nouvelles données, des nouvelles recommandations, pour les 0 à 5 ans, on va s'ajuster rapidement. Comme l'année passée, Santé Canada a émis de nouvelles recommandations pour l'introduction des aliments complémentaires chez les bébés. Donc, on a produit rapidement une actualité, mais on s'est aussi assuré de mettre l'information à jour dans nos fiches sur l'introduction des aliments. Il y a aussi l'équilibre et l'objectivité là, qui sont des principes importants pour nous, parce qu'on sait que s'il y a un domaine qui est controversé, là, c'est bien la manière d'élever un enfant. Il y a aussi des divergences d'opinion entre les experts. Donc, on s'assure de présenter les deux côtés de la médaille là, pour que le parent soit bien informé. Par exemple, pour la SUS et le pouce, on a une fiche qui présente pour chacun les pour et les contre. Pour le cododo, qui ne fait pas l'unanimité parmi les experts, mais qui est beaucoup pratiqué par les parents. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les règles à suivre pour un dodo sécuritaire avec son bébé, mais en même temps, on présente la position de la Société canadienne de pédiatrie. Un autre critère aussi qui peut être important, c'est la publicité. Nous, on est chanceux, on est financé par la Fondation Lucien André Chagnon, donc il n'y a pas de publicité sur notre site. Ça ne veut pas dire qu'un site qui a de la publicité est mauvais ou que l'information est peu crédible, mais il peut y avoir un mauvais usage ou une trop grosse présence. Dernièrement, j'étais sur un site concurrent, je consultais une fiche sur le lait et les enfants, et sur la page, il y avait 7 publicités de Similac. Là, on est en droit de se poser des questions sur la crédibilité de l'information qui est présentée. Bon, tous les critères dont je viens de vous parler
Ça nous a permis, nous, d'obtenir, comme Passeport Santé à l'époque, la certification OnCode dont vous avez parlé. Ça, c'est le code de déontologie le plus ancien puis le plus fiable sur l'information relative à la santé sur le web. Ça, le logo se retrouve toujours dans le bas du site Internet. Vous pouvez le retrouver à cet endroit. Puis je conclurai juste pour dire aussi qu'il y a les partenaires de contenu qui sont importants. Donc nous, on a misé sur des partenaires de contenu crédibles comme le CHU Sainte-Justine, l'Hôpital de Montréal pour enfants, Extenso, etc. Oui. OK. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous me ferez signe si vous ne m'entendez pas bien. OK. Alors moi, je ne suis pas experte dans ce domaine-là, au niveau de l'accréditation, etc., mais comme patiente, oui, je pense que les sources d'information, ça ne devrait pas être de la chasse gardée qui appartiennent à des ordres. Par contre, d'un autre point de vue, l'accréditation peut être utile, mais pas un contrôle, une accréditation. Mon observation avec les sites web vers lesquels on pointait pendant que j'étais malade, c'est que pendant que j'étais traitée au Royal Vic, les médecins, puis les infirmières, puis toutes les sources d'informations qu'on nous donne pointent vers certains sites de façon régulière. Alors, il y a déjà comme un genre de contrôle au niveau de l'information qu'on envoie aux patients qui est en train déjà de se faire, un filtrage qui se fait déjà avec les médecins, etc., les infirmières. Par contre, moi, ma réflexion va aller plus dans le côté que quand on pense qualité, il ne faut pas juste penser à la source dans le contrôle de la qualité, mais aussi il faut penser à la réception de la qualité. Ça, c'est un facteur qui est important. Puis, moi, quand j'ai reçu cette question-là, je me suis penchée et j'ai eu 3 réflexions. J'espère que c'est plus des suggestions, des idées qui pourraient être plus intéressantes pour vous dans votre réflexion. C'est qu'on ne peut pas parler juste d'information juste en ligne. Je pense que quand on pense à l'information, il faut penser à des stratégies globales. Moi, ça a été mon expérience avec le Royal Vic. On était traités de façon globale, puis l'aspect communicationnel, l'aspect web faisait partie de leur stratégie globale au niveau de l'information. Il y a 2 composantes, moi, j'ai observé dans leur façon de faire. Je n'aurais pas parlé, là, si je parle du point de vue de patiente. Là. Il y en avait une à long terme, qui est un genre d'infrastructure qui est solide, puis il y a des stratégies d'appoint. Il y a tout le temps l'information qui change. Puis nous, comme patients, on baigne dans des océans d'informations. Alors, les sessions d'information, quand on traite des gens de maladies chroniques, sont très utiles. Puis c'est là que vous êtes à l'affût et à la pointe de ce qui se passe dans l'Internet. Alors, ça ne se passe pas juste sur le web, le contrôle de la qualité, ça se passe off-web quand on est patient aussi, avec notre communication, avec les gens qui nous traitent. Un autre point que j'aimerais faire, puis je pense qu'on va y revenir quand on va parler d'accessibilité, c'est que le patient doit pouvoir s'identifier dans l'information donnée, c'est-à-dire sentir une multiplicité de voix percevables qui comprend celle des patients. Car la qualité, c'est pas juste à la source, mais comme je vous ai déjà dit, c'est à la réception du message. C'est qu'on doit être capable de sentir que nos préoccupations sont mises de l'avant dans l'information qu'on nous donne. Finalement, je pense pas que c'est suffisant de juste avoir de l'information sur Internet qui a été filtrée par sa qualité. Il faut aussi prendre, quand que vous êtes en train d'essayer d'utiliser l'information ou envoyer l'information, prendre en ligne de compte l'état psychologique du patient. Quand ils sont en situation de crise, quand ils sont malades, on ne reçoit pas l'information de la même façon puis quand on va consulter que quand on est moins malade. Et autre chose, qu'est-ce qui arrive? Puis ça, c'est un message très important à communiquer à vos patients au niveau de gérer la qualité de l'information, les outiller, c'est de leur dire que quand tu essaies de taper, je ne sais pas, quelque chose comme cancer du sein, la plupart des choses que les gens vont retrouver sur Internet, c'est des histoires d'horreur. Puis la plupart du temps, mais la raison pourquoi ces histoires d'horreur-là arrivent, c'est parce que les gens, quand il y a quelque chose de négatif ou fort à exprimer, vont l'exprimer sur le web. Mais ce n'est pas représentatif de l'ensemble de l'expérience du patient. Alors ça, c'est un message au niveau de la qualité pour outiller vos patients à filtrer l'information, c'est de mettre l'information qu'ils vont voir sur Internet en contexte. C'est très utile de leur dire, écoutez, vous allez voir toutes les histoires d'horreur, mais ça représente juste 1% de la réalité. C'est juste que quand les gens ont des situations difficiles à vivre, ils vont les partager sur le web. Alors,
le contrôle de la qualité ne se fait pas juste en mettant des balises administratives autour de qu'est-ce qui peut être publié ou diffusé, mais se passe à toutes sortes de niveaux. Ça, c'était ma réflexion. Quelques réactions sur la table au dernier commentaire. Mais je ne veux pas empiéter sur la deuxième question, mais je pense qu'effectivement, la réception du message, c'est quelque chose d'important, puis de connaître aussi son public cible, puis d'écrire les messages en fonction. Puis aussi, c'est ça, il y a l'état de crise dont vous parliez, mais le web, quand on souvent consulte sur le web, c'est parce qu'on cherche une réponse précise à un problème. Puis ça, je pense qu'effectivement, pour un site Internet, c'est important dans la hiérarchisation de l'information de tenir compte puis d'envoyer les messages clairs dès le début. Ouais. C'est pour ça que c'est une question qui empiète un peu sur les prochaines, mais en fait, quand je dis qu'il faut penser à notre stratégie de communication globalement, c'est pas comme des petites choses, des petites pièces détachées. Il faut vraiment comme penser globalement au niveau de la communication, autant au niveau de générer l'information puis sa gestion que la réception, puis nos stratégies de comportement au niveau des patients, comprendre comment ils se comportent quand ils tombent malades, off and on web. Donc ça nous pointe vers la deuxième question qu'on va traiter. Donc comment s'assurer que les informations disponibles en ligne soient accessibles aux patients? Donc, il y a un problème d'abord de où la trouver, cette information. Il est très difficile, par exemple, de naviguer dans certains sites. Deuxième, de la compréhension de l'information, donc tous les enjeux de la littératie qui se posent. Et troisième question, comment aider le patient à trier parmi la multitude des sites qui sont disponibles sur un thème. Donc, qui peut aider dans cette tâche? Quelles sont vos idées à ce sujet-là? Alors, Heidi, peut-être vous pouvez commencer là-dessus. OK, je vais peut-être me répéter un petit peu, mais encore, cette idée-là, je pense à l'équipe traitante qui s'est occupée de moi. Il y a eu, par exemple, dans mon cas, ce que j'ai observé, puis dans le cas des autres patientes qui ont le cancer du sein au Royal Vic, j'ai observé que l'Internet est géré de plusieurs façons, puis je trouvais ça très intelligent. Ça, je vous l'ai déjà dit, c'est intégré dans les sessions d'information générale, puis ils adressent les tendances plus pointues, comme les gens veulent manger des graines de chia, puis ça peut avoir un impact sur ta chimio. Il y a aussi verbalement, c'est intégré dans la littérature qu'on nous donne. J'ai amené mon kit de cancer avec tous les sites web vers lesquels on nous pointe. Mais en plus de ça, c'est dans les sites eux-mêmes. Mais ce qui est important au niveau d'accessibilité, encore, je me répète, c'est de penser à l'état d'esprit du patient, de savoir comment ils reçoivent l'information. Quand je regardais ce kit-là ce matin, je me suis dit, mon Dieu, il y a plein d'informations que je n'ai pas absorbées quand j'étais en traitement. Puis je regarde ça, en 15 minutes, j'ai vu plus de choses, je pense, que l'année passée, quand je passais des heures à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, à savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'état d'esprit du récepteur quand la personne est malade. C'est pas la même chose. Alors, il faut cibler les messages, il faut être clair, il faut être à l'affût. Dans ça, je pense que les patients peuvent être des partenaires. Les écouter, puis aussi penser à peut-être avoir des comités de patients qui peuvent travailler avec vous dans vos stratégies communicationnelles. On n'a pas beaucoup de ressources, mais les patients, souvent, quand ils ont été malades, ils ont passé à travers quelque chose de difficile, ils deviennent engagés, ils comprennent, ils sont capables de vous donner de l'information, puis vous faire comprendre c'est quoi leur état d'esprit. Alors, quand on pense de rendre l'information plus accessible, avoir un patient qui s'intègre dans vos stratégies d'implémentation, ça pourrait être utile. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que je pourrais ajouter qui seraient utiles. Aussi, qu'est-ce qui est important au niveau de l'accessibilité, c'est on est bombardé d'informations, on fait des recherches nous-mêmes, on veut être des acteurs dans notre traitement. Alors, quand on vient vous voir avec ces informations-là, il faut traiter ça avec respect. C'est important, puis ce qui va arriver, c'est que ça va avoir un impact aussi sur notre ouverture
avec l'information que vous nous donnez, si on sent que vous êtes ouvert. Puis je vais vous donner un exemple. Mon oncologue, il donne son courriel à tous ses patients. On peut communiquer avec lui. C'est fait que lui, il était très accessible au niveau de l'information. Puis, j'avais entendu parler de quelque chose, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé des études cliniques, je lui ai envoyé, je lui ai demandé qu'est-ce que vous pensez de ça. Puis il m'a répondu d'une façon avec beaucoup de respect, en m'indiquant comment je pouvais intégrer ça d'une façon sécuritaire dans mon traitement. Puis la raison pourquoi je mets cet exemple-là, c'est que pour moi, l'accessibilité, l'information, c'est pas juste un site web qui me donne l'information, mais il y a un dialogue. Puis, il y a un filtre avec vous, les traitants, qui peut nous aider à comprendre plus puis mettre l'information en contexte. Alors, c'était mon autre observation. Julie? Pour nous, l'accessibilité de l'information, ça se traduit beaucoup par la compréhension de ce que le parent vient chercher sur notre site. Donc, notre type prioritaire à Naître et Grandir, c'est les familles vulnérables. Il faut donc toujours avoir en tête, quand on conçoit nos textes, qu'on s'adresse à un premier temps à un public qui a un niveau de littératie équivalent à un secondaire 5 non complété. Donc, on privilégie donc toujours les mots simples et les phrases courtes. Bien sûr, la qualité de la langue est importante, mais il arrive qu'on y fasse quelques accros parce que c'est important de refléter le langage utilisé par les parents. Donc, même si les mots bassinette et sus ne sont pas acceptés en français, on a décidé de les utiliser quand même parce que ce sont des mots que les parents utilisent et recherchent le plus souvent. Donc, il y a aussi, par rapport aux experts qu'on consulte et qui révisent nos textes, ils n'ont peut-être pas toujours ce réflexe-là de vocabulaire simple, puis ils ont parfois tendance à utiliser un jargon professionnel qui ne correspond pas aux mots utilisés par les parents. Donc, un parent ne se demandera pas si son enfant a des difficultés langagières ou si l'acquisition langagière de son enfant est normale. Donc, si on utilise ce genre de mots dans nos textes, bien, le parent n'aura pas l'impression qu'on s'adresse à lui, il risque de décrocher. C'est aussi important de penser aux moteurs de recherche parce que si on veut que nos textes soient lus, il faut en tenir compte. Il y a quand même un parent sur deux qui arrive sur notre site par Google. Donc, si je remplace les mots trouble ou problème de langage par que recherchent les parents par difficulté langagière, bien là, mon texte va sortir plus loin sur les moteurs de recherche et il ne se trouvera pas dans les premières pages. Donc, c'est ça. Donc, pour rendre aussi le site accessible et compréhensible, il faut faire attention à la mise en page puis à la structure des textes. Parce que, vous savez, lire à l'écran, c'est plus difficile qu'on soit de faible littératie ou non. Donc, au début de nos pages, même lorsqu'elles sont longues, il y a des angles sur des grands titres qui permettent aux parents de trouver rapidement l'information qu'ils recherchent. Puis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, là, des longs textes, c'est pas... quand ils sont bien divisés, c'est pas un frein pour les parents. Là. Avec des tests qu'on a faits, on s'est rendu compte de ça. Puis on utilise souvent les listes à puces qui facilitent la lecture, puis qui permet encore une fois de trouver l'information facilement. Donc, on accorde aussi, bien sûr, beaucoup d'importance à la navigation. C'est pour ça, là, actuellement, Naître et Grandir est en train de se refaire une beauté. Puis, c'est pour ça, donc, pour aider à la navigation sur les multiplateformes comme le téléphone intelligent, la tablette, bien, le contenu puis la présentation du site là, va s'ajuster selon l'appareil utilisé. Merci, Cathy. Je trouve que c'est un défi en général de s'assurer que la bonne information soit transmise au bon moment à la bonne personne si on n'a pas de lien direct avec le patient. J'étais hier dans un atelier où il était beaucoup question de prescrire des sites dans le cadre d'une consultation médicale, mais la plupart du temps, les gens vont utiliser des moteurs de recherche quand ils n'ont pas un lien direct avec un professionnel de la santé. Et on le sait, Google, ce n'est pas un docteur, il n'y a pas de validité médicale à ces algorithmes de recherche.
de sorte que les gens vont, par exemple, taper des symptômes. Les premiers sites qui vont apparaître, généralement, vont parler de maladies qu'ils n'ont probablement pas, mais ça va générer de l'angoisse, de la cyberchondrie aussi, qu'on appelle. Donc, on l'a mentionné, les gens ont un rapport émotif à l'information santé, c'est normal, on est malade, on veut comprendre ce qui se passe. Je pense aussi qu'il faut se questionner, je réfléchissais pendant que les interlocuteurs ici parlaient, se questionner à savoir qu'est-ce qu'on fait aussi pour rendre l'information accessible aux communautés culturelles. Il y a la question de la langue, mais de la représentation aussi de la santé, ça peut être très différent d'une culture à l'autre. Donc, ça sera peut-être l'objet d'un autre débat, mais je pense qu'il faut avoir ça aussi en tête. Moi, j'ai une réflexion un peu plus large que j'aimerais apporter au sujet de la littératie. Je pense qu'on est maintenant dans une société d'information. Oui, le secteur de la santé est particulièrement touché, mais ça touche toutes les sphères de notre vie. L'information est partout. On parle du phénomène d'infobésité, c'est dire à quel point on est submergé. Donc, de plus en plus, on entend parler de la littératie numérique. Qu'est-ce que c'est la littératie numérique? En fait, ça reprend les grands éléments de la littératie conventionnelle, à laquelle on va ajouter un volet technique. Donc, développer des compétences pour utiliser des logiciels, les navigateurs, comprendre les moteurs de recherche, comment ça fonctionne, courriel, etc. Et aussi un volet qui nous permet de réfléchir, de mettre en contexte l'information qu'on trouve sur le web, de réfléchir à comment les nouvelles technologies vont influencer nos comportements, nos attitudes, nos perceptions, nos choix santé. Il y a aussi tout le volet création. On le sait, le Web 2.0 permet de créer des contenus, de le partager. Donc, ce n'est pas juste des professionnels de la santé qui sont les acteurs du Web santé. Il y a les gens du grand public aussi, les patients. Donc, de sensibiliser les gens à le faire de manière responsable et éthique. Ça, c'est, je pense, c'est un travail de longue haleine, mais je pense qu'il faut être dans une perspective aussi d'éducation auprès du grand public, des patients puis des intervenants aussi en santé. J'ai le privilège de travailler sur différentes campagnes où je travaille en communication pour la santé, donc j'étudie différents types de communication. Dans ce cadre-là, depuis 10 ans, je pose souvent la question aux gens, qui iriez-vous consulter si vous aviez, où iriez-vous trouver l'information, excusez-moi, si vous aviez besoin d'informations sur, par exemple, la chlamydia ou sur la mammographie. À toutes les fois, les gens vont me répondre, ben, je vais parler à un médecin, je vais parler à un pharmacien, à une infirmière. Souvent, je vais aller au CLSC, ça c'est dans le générique. Puis dans ma stratégie de questions, j'arrive souvent après ça à leur dire sur quel site Internet iriez-vous? Les gens ne vont pas sur des sites Internet, sauf peut-être sur Google. S'il y a quelque part, je suis un homme, je vais uriner, je découvre que mon urine est rouge, j'ai le choix de téléphoner à InfoSanté et d'attendre 45 minutes pour avoir la réponse. Ou je peux trouver moi-même l'algorithme sur Internet et souvent, comme je suis paniqué, je vais souvent aller plus sur la solution la plus rapide qui me semble la plus facile. Lorsqu'on a une grande naïveté souvent, lorsqu'on communique dans la communication pour la santé, on fait un dépliant et là, on a l'impression qu'on a le seul dépliant qui circule dans les cliniques médicales, dans les CLSC. À l'époque où on a doté les Québécois de lignes téléphoniques, j'ai l'impression que certains commerçants avaient l'impression qu'il suffisait d'afficher leur numéro de téléphone sur une publicité pour que tous les citoyens qui verraient la publicité les appellent. Il y a des fois que j'ai l'impression que c'est un peu ça. Quand j'ai demandé aux gens, dans certains sites de prévention en santé publique, sur les ITS, on va mettre plein d'informations. Et on a même des icônes Facebook en disant « Vous pouvez partager cette information, dites que vous aimez le site ». Quand je demande au monde, ça fait partie de mon corpus de doctorat, quand je demande au monde, est-ce que vous diriez aux gens, j'aime le site Un condom pour la vie, oui. Le monde me dit, es-tu malade? Alors, je parle des 20-24 ans. Es-tu malade? Jamais je voudrais que mes amis sachent que je m'intéresse à aller sur des sites sur les maladies transmises sexuellement. Et ça, des fois, dans les groupes d'experts, on passe des semaines, et je vous fais grâce des débats entre les groupes d'experts et les groupes de cliniciens, parce que c'est pas toujours la même chose. Et en plus, les gens qui font de l'adaptation linguistique et les spécialistes du web, parce qu'il faut que ce soit dans un script, dans un module flash, peu importe, en tout cas, il y a plein de complexités.
On passe des mois parfois à élaborer des sites web pour se rendre compte que les gens n'iront pas, qu'ils ne vont pas y aller pour différentes raisons. Mais ça a été évacué. Cette idée-là de dire qu'on prend le regard du patient est centrale, je pense. Parfois, là, dans nos discussions d'experts, on est habitué, on est formé à publier, à écrire d'une certaine façon. Et on finit par oublier que pour le commun du mortel, ce qui a l'air important pour nous, la façon dont on fabrique un article scientifique, là, il y a un code, et voici, c'est scientifique, vous la tour l'étudier dans la sociologie des sciences. Quand on parle au monde ordinaire, c'est pas comme ça. Et souvent, quand on parlait ce matin de l'art thérapeutique ou de l'intuition clinique, souvent le clinicien va avoir développé une façon d'intervenir avec sa clientèle. Il va s'adapter, il va avoir le niveau de langage, il va entendre le non-verbal, ce que le web ne peut pas faire. Le web est plein de promesses, mais l'idée de rendre accessible aux patients implique qu'on sache un peu c'est qui le patient. Et hier, Véronique en parlait dans son atelier. Le patient paniqué et le patient qui n'est pas paniqué. Le patient à qui on annonce une nouvelle qui fait que la mémoire vive est effacée pendant 30 minutes, c'est pas le patient qui est assis chez lui ou c'est pas l'étudiant qui fait son travail sur les ITS puis qui veut savoir c'est quoi une chlamydia puis là je vais avoir une photo, c'est le fun, c'est cool. On a cette préoccupation-là qui est valable pour toutes les communications pour la santé et pour le web, de devoir aller voir avec les patients et avec les personnes à qui on parle et de savoir que si on parle, par exemple, à un ancien pharmacien qui va se débrouiller quand même un petit peu dans le secteur de la santé, et si on parle à quelqu'un qui a une grosse troisième année puis qui est analphabète, on va devoir adapter la communication. Le web, s'il nous permet d'adapter à notre public, est merveilleux. Le web, s'il fait qu'on va traiter tout le monde comme s'il y avait une deuxième année, est un problème. S'il fait qu'on va parler à tout le monde comme si on est en train de faire une communication scientifique d'un colloque international, il y a un problème. Cette capacité-là, on ne l'a pas encore atteint, je pense, de dire je module. On l'a parfois là. Vous êtes patient, vous êtes soignant, vous êtes chercheur. C'est dans ce sens-là, je pense, qu'il faut aller, être capable de l'adapter, mais vraiment, si moi j'en veux plus, si moi je suis un expert, puisque ça fait 20 ans que j'ai du diabète, à quelque part, je veux être traité comme quelqu'un à qui on ne dit pas il y a des petites bubites qui vont arriver dans ton sang, puis et ça, cet élément-là, ça, c'est l'avenir du web, mais c'est aussi le handicap de notre façon actuelle de penser qu'on sait à la place des patients et des citoyens. Moi, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse, mon département de communication. Il y a un excellent groupe de recherche qui regarde les usages socio-numériques médicaux. C'est quelque chose qu'ils sont en train de... Ça fait qu'on peut aller les consulter aussi si on a besoin d'informations. C'est juste une pause publicitaire. Des commentaires à ce que Claude vient de dénoncer? En santé mentale, est-ce que le problème se pose, Cathy, dans les mêmes termes? C'est-à-dire? Mais celui de tenir compte de l'état des patients, du type de... C'est sûr, je pense que ça s'applique à toutes les sphères de la santé. En santé mentale, plus particulièrement, on sait que c'est un sujet tabou et les gens vont beaucoup se référer au web pour trouver de l'information. Nous, on travaille en promotion-prévention, donc en amont des problèmes, des maladies, mais on reçoit beaucoup de demandes d'informations liées à la maladie. Et comme je disais, il y a un rapport très émotif aussi avec l'information santé. Tout à l'heure, je pense que c'est Claude qui disait la mémoire vive, quand on apprend un diagnostic, disparaît pendant 30 minutes. C'est vrai, j'ai eu beaucoup de témoignages en ce sens-là. Et pour les proches aussi, c'est difficile. En santé mentale, ça, on le voit beaucoup. Il faut se mettre à la place des proches dans le réseau de la santé. On considère beaucoup la relation patient-médecin, mais les proches, la famille sont souvent, je dirais pas ignorés, mais moins impliqués dans le partenariat de soins. Donc, c'est des gens qu'on arrive à joindre par le web et qui ont besoin d'informations pour comprendre ce qui se passe chez leurs enfants ou chez leurs parents aussi, ça peut être dans l'autre sens. Donc, effectivement, c'est un enjeu majeur en santé mentale. On peut passer donc au troisième thème. L'information en santé recueillie, est-ce qu'elle est d'une utilité pour les patients? Est-ce qu'elle a un effet sur la façon dont ils appréhendent le problème, l'oriente? Je ne sais pas qui veut commencer. Vas-y, Claude.
Quand j'avais une pratique clinique, je me souviens souvent d'avoir voulu parler de donner de l'information à certains patients et les gens me disaient « Regarde, moi je ne veux pas savoir, c'est toi le pharmacien, donne-moi ce que ça prend », puis vous l'avez sans doute déjà vécu dans d'autres contextes de pratique. Ce qui est sûr, c'est que la mentalité de dire ça c'est la néphrite de la chambre 211, là, c'est quelque chose qui est de moins en moins souhaitable, mais de là à voir tous les patients ou tous les citoyens comme des partenaires dans leur traitement, il y a quand même encore une marche à franchir. L'utilité va dépendre du besoin que la personne en ressent. Par exemple, on va avoir une obligation, le consentement éclairé de plus en plus implanté. On a une obligation. Vous avez l'obligation, ça peut être de faire signer la feuille. L'obligation, ça peut être que le patient consente. Je fais une grande différence entre les deux. L'information qu'on peut retrouver sur Internet peut être tout simplement de l'information qu'on avait besoin de faire signer. L'information peut servir à aller chercher le patient, à l'intégrer à la promotion ou à la prévention ou à la guérison. La fameuse feuille d'information qu'on va remettre lorsqu'on remet les médicaments aux patients devient dans certains cas la feuille qui déculpabilise, c'est-à-dire l'information est là. On pourrait servir d'un site Internet de la même façon, en disant « Regardez, là, tout ce que vous avez besoin de savoir, vous l'avez sur www.tatatata ». Alors, la job est faite. Je n'ai pas tout à fait le temps de vous parler, là, mais c'est sûr que vous allez être capable d'avoir l'information. Il y a cependant bien des inconvénients. Il y a un phénomène qui est nouveau, c'est que ce qu'on va dire aux gens, ça pourrait ne pas être vu comme utile. L'utilité pourrait être vue ailleurs. Et ça, si les gens cherchent, c'est le central, le déterminant, c'est leur besoin. Si l'information n'est pas adaptée, peu importe si vous la trouvez utile, si vous trouvez utile de leur dire pour qu'il y ait un consentement éclairé, c'est vous qui avez le besoin qu'il y ait un consentement éclairé. Est-ce qu'eux veulent le savoir? Et ça, on a ce problème-là avec ce qui est en ligne. Les gens n'ont peut-être pas besoin d'avoir l'intégralité des résumés des inconvénients et avantages de la mammographie préventive. Est-ce qu'on a besoin de leur faire intégrer les notions liées à l'exposition aux radiations, être capable de comparer? Où se situe? Pour certaines personnes, oui. Pour d'autres personnes, non. Pour certaines personnes, l'information fait paniquer. Pour d'autres personnes, vous avez peut-être déjà eu des patients là, qui vous arrivaient avec 4 pages de CPS quand vous avez un médicament qui, tout d'un coup, a 4 pages d'effets secondaires. Il y a des gens pour qui l'information va être trop et des gens pour qui l'information est moins. Donc, le problème, c'est le besoin et l'utilité est directement reliée à ce besoin-là. Je peux vouloir l'information pour me rassurer. Je peux vouloir l'information parce que je veux être en charge de ma santé, ce qui est l'idéal en promotion de la santé, mais c'est pas tout le monde qui veut l'avoir. Je peux vouloir l'information parce que je veux vérifier si tu fais bien ta job. Ça aussi, ne nous le nions pas, là. Ça fait aussi partie de ce qui est là. Et je peux avoir besoin d'informations donc, pour différentes choses. Et vous le savez, dans une pratique clinique en face à face, il y a certaines personnes où il faut sélectionner l'information qu'on leur donne parce que si vous avez un patient anxieux qui a des troubles anxieux, l'objectif n'est pas de monter au plafond son anxiété. D'un autre côté, si vous avez quelqu'un qui doute de votre compétence, et ça, là, je l'ai vu dans des études sur la consultation, l'utilisation en ligne des sources d'information chez les nouveaux médecins, c'est un risque. Je ne veux pas avoir l'air incompétent en disant, ben, regarde, on va regarder ensemble l'information sur tel site. Je suis compétent. Chez les plus vieux praticiens, je le vois moins dans la littérature, là. Les gens se sentent assez solides pour dire ça ne me menace pas que mon patient voit que je suis en train de chercher en ligne l'information. Mais on a ce réflexe-là. Et on l'a chez tous les cliniciens, là, que ce soit les infirmières, que ce soit les pharmaciens, peu importe. Donc, il y a cette idée-là centrale de dire, pour qu'elle soit utile, ne perdons pas de vue qu'il faut qu'elle réponde à un besoin. Et ce besoin-là doit toujours, et puis j'y reviens à ce qu'on a dit tantôt, c'est le besoin du patient, c'est le besoin de la personne. C'est pas le besoin de l'administration de l'hôpital, c'est pas le besoin de répondre aux autres professionnels et c'est pas le besoin que moi j'ai de me déculpabiliser parce que je sais que j'ai été obligé de le bullshiter un peu, puis que là, je compense en lui disant, regarde, tu n'as rien qu'à passer ta soirée, puis tu vas trouver l'information. Ou je ne suis pas équipé pour répondre à ses besoins, puis je n'ai pas de ressources, ce qui est aussi le cas de plusieurs cliniciens. Je ne sais pas quoi faire, c'est que je l'oriente vers là, puis peut-être qu'ils vont être capables de l'aider plus que je le peux. Un commentaire? Oui.
OK. Bien, moi, je vais parler encore de mon expérience globale. Alors, moi, quand je pense à l'information puis le web, je pense pas juste des sites web qui me donnent l'information, mais vraiment l'expérience qui se coordonne, l'expérience informationnelle électronique qui est jumelée à tout le package que j'ai reçu comme information. Mais en fait, je veux dire que quand je réfléchissais à cette question-là, je me suis dit, en fait, l'information qu'on retrouve en ligne a vraiment des impacts très concrets sur le comportement des patients. Puis je vais vous donner des exemples. Par exemple, ce matin, je revisitais le site web de la Société du cancer. Là, j'ai vu quelque chose sur la vitamine D. J'ai dit, mon Dieu, ça fait quelques semaines, je suis tellement débordée, je ne prends pas ma vitamine D. J'allais revoir le site pour voir est-ce que les études sont encore valides, est-ce que ça tient encore parce que les choses changent tout le temps. Ah oui, ça tient encore, OK. J'ai mis mes vitamines avec les médicaments que je prends. C'était un bon petit rappel. Je sais que, par exemple, pendant qu'on avait des sessions d'information pour comment gérer la chimiothérapie, nos infirmières pivots nous parlaient des informations qu'on était pour trouver sur Internet, puis ils nous avaient cité un cas, je l'avais parlé un petit peu avant, les graines de chia, qui ont des impacts, je ne sais pas comment l'expliquer là, mais dans le sang, puis ça fait chuter, je pense, si on en prend trop, des platelettes dans le sang, puis ça, c'était une information qu'une patiente avait trouvée sur l'Internet, puis elle a commencé à prendre des graines de chia parce qu'elle pensait que ça l'aiderait pendant ses traitements en chimio, et finalement, ils ont découvert la source, puis la source de son comportement, c'était l'information qu'elle avait trouvée sur l'Internet. Alors oui, il y a des impacts directs. Il y a des impacts positifs, il y a des impacts négatifs. Alors, c'est important pour l'équipe soignante de rester à l'affût des tendances sur le web parce que ça a un impact. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui devient populaire. Ça fait qu'il faut gérer puis parler du message, faire des sessions d'information. Un autre impact qu'il y a eu aussi, mon impact web, c'est ma communication avec mon oncologue. Le fait que je sois capable d'aller chercher l'information et qu'il était capable de me répondre, ça a vraiment fait une grande différence pour moi dans mon espace psychologique, mon état j'étais beaucoup plus calme. Et c'est une anecdote personnelle, mais mon oncologue me dit que lui, il a l'impression, en aidant les gens à comprendre ce qui se passe dans leurs symptômes pendant les traitements, parce qu'on se le cache pas, les traitements de chimio, c'est assez barbare. Ça peut te faire paniquer, les effets secondaires, des fois. Ça aidait les gens, en tout cas, les gens se retrouvent bien moins souvent à l'urgence parce que le médecin, il est actif dans ce qui se passe. Lui, il trouvait qu'il était plus efficace dans ce qu'il faisait, il s'occupait de la qualité de vie de ses patients. Alors ça aussi, ça a un impact direct sur le bien-être des patients. Je pense pas que nos ressources financières vont en grandissant, mais je crois qu'à long terme, ça peut nous coûter bien moins cher de bien informer les gens, mettant en place une stratégie adaptée au web comportement. Alors, puis comme vous disiez, le point de vue des patients est très important, je pense, de comprendre comment on réagit, comment on agit. On peut émettre tant d'informations qu'on veut, mais si nous, on ne reçoit pas l'information, ça ne fonctionne pas. Mon expérience a été que plus qu'on donne un espace de patients actifs, plus qu'on les traite avec respect, qu'on est conscient que l'information web, qu'on intègre cette partie-là dans notre stratégie de traiter les patients, ou moi en tout cas, ça m'aidait à limiter mon espace de patiente avec mon traitant. Comment? Parce que personnellement, à cause des formations et le respect qu'on me donnait, je travaillais plus fort à m'assurer que je puisse travailler sur des éléments de ma vie que je pouvais contrôler. Alors, le web, Internet, la communication a créé un dialogue, puis je savais plus où mes espaces se retrouvaient, où je pouvais faire des choses qui étaient actives, puis j'étais capable de délimiter les autres espaces avec mon médecin. Alors ça, c'est très important de comprendre cette dynamique-là. Voilà. Julie? Oui, alors, nous, comme on s'adresse aux parents, puis un parent, ça peut vivre beaucoup d'inquiétude.
Donc, je pense que quand, justement, ils trouvent de l'information de qualité sur un site, ça peut les rassurer. On a on reçoit beaucoup de courriels dans ce sens parce qu'on a une infolette qui est adaptée à l'âge de l'enfant, que le parent reçoit chaque semaine. Puis souvent, ils trouvent des réponses à leurs inquiétudes, puis ça les rassure. Un parent inquiet parce que son enfant de 3 ans fait une forte fièvre un matin en se réveillant, s'il lit notre fiche sur la fièvre, il va comprendre que, bon, il n'y a peut-être pas lieu de consulter, qu'il peut encore attendre, mais si son bébé a 2 mois, bien là, il va peut-être s'inquiéter un peu plus puis aller consulter. La même chose pour un parent dont l'enfant à 24 mois marche pas encore. Bien là, il va peut-être se dire, bon là, il y a peut-être un problème, je pense que je devrais consulter. Donc, ça peut permettre un dépistage. Ça permet aussi aux parents de se préparer à poser les bonnes questions quand il va voir le médecin. On sait que dans certaines régions, il y a des CLSC via InfoSanté ou les campagnes de financement là, qui réfèrent notre site pour justement aider les parents à poser les bonnes questions quand ils parlent à un professionnel de la santé. Il y a aussi, à l'inverse, des médecins qui réfèrent aussi notre site parce qu'ils n'ont pas toujours le temps là, de répondre, on le sait, là, à toutes les interrogations des parents sur le développement de l'enfant ou disons, aux femmes enceintes sur leur alimentation. Donc, ils savent que sur notre site, bon, ils vont trouver des réponses fiables. Je pense aussi que consulter... c'est ça, des sources crédibles en ligne, ça peut aussi donner confiance aux parents, puis mieux les outiller, parce que plusieurs peuvent se sentir intimidés devant un professionnel de la santé, là, particulièrement des parents dont c'est le premier enfant, puis qui s'inquiètent pour beaucoup de choses. Mais je pense qu'on entend beaucoup parler de la médecine participative, du patient partenaire, de soins, de recherche, du e-patient. Pour moi, ça témoigne d'un changement de culture. Comme on l'a mentionné, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui veut être un e-patient, donc il faut respecter les patients qui veulent davantage être pris en charge. Puis à l'autre bout du spectre, il ne faudrait pas non plus tout remettre les décisions entre les mains des patients sans offrir un accompagnement ou des avis médicaux. C'est sûr qu'on a parlé beaucoup d'écueils comme les autodiagnostics erronés, etc. Mais je pense de manière générale que ça peut être très positif, ça peut être un levier intéressant. Le web, et là j'inclus les médias sociaux, les applications mobiles, pour une certaine appropriation de pouvoir, un empowerment du patient, particulièrement dans le cas de maladies chroniques. Ça peut donner aussi accès à du soutien social en ligne, des groupes de soutien. C'est intéressant pour les gens qui vivent en région éloignée. Permet de communiquer avec d'autres personnes qui vivent la même situation qu'eux. Il y a aussi de plus en plus, on peut par les outils du web documenter le savoir expérientiel. Ça veut dire que les gens qui vivent au quotidien avec une maladie chronique développent des stratégies pour composer avec les symptômes, par exemple de fatigue, et ça peut être utile et partagé avec d'autres patients qui sont dans la même situation. Évidemment, ça ne se substitue pas au savoir médical, mais je pense que ça peut être une source d'information complémentaire. Je lisais aussi dernièrement, il y a eu un article publié dans le Nurse Research and Practice sur la médecine narrative. Alors, comment est-ce qu'on peut traduire l'expérience des patients au-delà du caractère anecdotique ou du contenu émotif, de sorte que ça puisse être utile pour les professionnels de la santé pour mieux comprendre la maladie au quotidien et aussi pour améliorer la qualité des soins de santé. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. On n'a pas parlé des applications mobiles. J'aurais peut-être aimé dire un petit mot sur tout le mouvement du Quantified Self, qui est la mesure de soi, traduction libre, où les gens vont utiliser des applications mobiles, par exemple, pour monitorer leur état de santé, prise de tension artérielle, fréquence cardiaque, perte de poids. Puis ça peut être très utile, par exemple, pour des gens qui vivent en région éloignée, donc loin de centres urbains, hospitaliers, des gens à mobilité réduite ou des personnes âgées qui peuvent faire des prélèvements, en tout cas prendre des données plutôt de santé directement avec ces applications mobiles-là, les transmettre à leurs professionnels. Donc, il y a tout un nouveau champ aussi qui est en train de s'ouvrir, qui peut être utile dans la démarche des patients qui souhaitent mieux prendre en charge leur santé. Merci.